Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 15 décembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Dans un instant, toute l'actu de vos 20 clubs de Ligue 1 à l'aube de cette 15e journée de championnat, mais avant ça, place à notre fait du jour. Et si Thomas Tuchel était en danger depuis le début de saison, ce serait pas la première fois que sa place est remise en question. La défaite face à Lyon dimanche soir au Parc des Princes a fragilisé l'entraîneur parisien et selon les informations de l'équipe ce matin, les 2 prochains matchs du PSG s'annoncent plus ou moins décisifs pour l'avenir du technicien allemand contre Lorient demain soir, puis surtout contre le LOSC dimanche prochain en clôture de la 16e journée. À la veille de Noël, Thomas Tuchel n'a plus trop le droit à l'erreur. En cas de défaite face au leader actuel, l'avenir de l'entraîneur parisien pourrait être sérieusement remis en question, lui qui a déjà perdu contre 3 concurrents directs cette saison, l'OM, Monaco et donc Lyon, et ça c'est pas... Top. Sous contrat avec Paris jusqu'à la fin de la saison, un point sur son avenir devrait être fait durant la trêve hivernale. Pour l'heure, aucun autre entraîneur n'aurait été contacté, et le dernier mot reviendra au propriétaire parisien, l'émir Al Thani, qui avait choisi Thomas Tuchel il y a maintenant plus de 2 ans. Mais en somme, aujourd'hui, les supporters parisiens ont un message pour leur club. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. Alors que les Angevins ont entamé une série de 4 matchs en 12 jours et qu'il manquait déjà à l'appel vendredi dernier à Saint-Etienne, Ibrahim Amadou, blessé, devrait une nouvelle fois être absent demain pour affronter Strasbourg. Sofiane Bouffal, lui, attend de savoir s'il va se faire opérer ou pas. Sorti sur civière lors du match face à Lorient il y a 10 jours, l'international marocain souffre du muscle de l'ischio-jambier de la cuisse droite et 2 options s'offrent à lui, se faire opérer et donc s'exposer à une absence de près de 4 mois et donc tirer un trait presque définitif sur sa saison, ou opter pour des soins qui pourraient lui permettre d'être opérationnel au bout de 6 semaines avec le risque de rechute que cela comporte. Un point maintenant sur ce qui attend Bordeaux avant Noël. 3 matchs face à des équipes mal classées. Saint-Etienne demain, Strasbourg le week-end prochain, puis Reims. Des rencontres qui peuvent permettre aux Girondins de prendre des points et de se mettre à l'abri avant la trêve. Et si les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont que la 17e attaque de Ligue 1 et doivent se passer de Koscielny, Kalou et peut-être de Loris Benito lors de ces 3 matchs en une semaine, eh bien ils peuvent compter quand même sur un Costil en grande forme. Le gardien des Girondins est celui qui a encaissé le moins de buts à domicile cette saison et surtout le portier du championnat ayant réalisé le plus de clean sheets, 8 sur 14 matchs. Dans les 5 grands championnats européens, seul Jan Oblak, le gardien de l'Atlético de Madrid, a fait autant de matchs sans prendre de but. À Brest, c'est confirmé. Demain soir face à l'OL, Olivier Dalloglio devra faire sans Ronoël, Pierre Gabriel et sans Jérémy Le Doiron, tous les 2 forfaits pour cette rencontre. Des forfaits aussi à Dijon, déjà diminués face à Nantes dimanche dernier. Le DFCO reçoit demain le leader lillois avec un groupe encore très amoindri. Yacine Benzia, Ahmad Ngouyamsa, Senou Koulibaly et Roger Assalé sont indisponibles, tout comme Wesley Lotoa et Mama Baldé. Le milieu de terrain Papchek Diop est lui en revanche de retour de suspension et Arthur Zagré est de nouveau disponible. À Lens maintenant, le Racing féminin mis à l'honneur. Malgré la crise sanitaire, supporters et membres du club sont restés mobilisés pour préparer Noël. Cagnottes en ligne, collectes, ventes aux enchères de maillots pour les enfants hospitalisés. Les initiatives se sont multipliées ces derniers jours. Les filles du Racing ont ainsi réuni pas moins de 150 cadeaux qui pourront être redistribués aux enfants cet hiver. Sachez que vous pouvez encore donner en vous rendant sur la page Facebook du RC Lens. Étincelant sous les couleurs du LOSC depuis le début de saison, Zeki Çelik se retrouve logiquement dans le viseur de plusieurs clubs en Europe, dont un grand de Première Ligue. La presse anglaise annonce aujourd'hui que le latéral droit de 23 ans intéresse Tottenham. Le leader de PL était déjà très intéressé par son profil cet été. Acheté 2,5 millions d'euros par le LOSC il y a 2 ans, l'international turc veut continuer, pour le moment, avec Lille. À peine sorti d'une jolie victoire 3-0 contre Nîmes, Lorient se tourne déjà vers Paris, que les Merlus accueillent au Moustoir demain à 21h. Pour ce match, Christophe Pélissier devra se passer de son défenseur central Julien Laporte, déjà forfait dimanche dernier face aux Crocos. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour et justement elle est signée Jean-Michel Aulas. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue.
Très marqué, le président de l'OL a tenu à rendre hommage aujourd'hui à Gérard Houllier, son entraîneur pendant 2 saisons, mais surtout son conseiller depuis maintenant plusieurs années. Le dirigeant lyonnais déplore la perte d'un grand nom du football français, mais surtout la perte d'un ami. Je vous propose d'écouter ses propos recueillis par nos confrères d'Eurosport. Bon, c'est une infinie tristesse, parce que Gérard était un compagnon, c'était devenu un ami de tous les instants. Et on peut dire qu'il avait toutes les caractéristiques d'un homme bienveillant et d'une compétence extraordinaire. Gérard, tout le monde le sait, avait été opéré il y a quelques jours. Il y avait eu un retour à l'hôpital et là il était effectivement hier à l'hôpital, mais il a voulu sortir absolument. Il a voulu sortir pour regarder de chez lui le match. Je sais qu'il était très heureux, même si je ne l'ai pas eu après le match de cette victoire. Très fier aussi parce qu'il continuait d'apporter son immense talent pour conseiller les entraîneurs, pour conseiller aussi les joueurs, pour être proche de tout ce que faisait le club. Et voilà, et ce matin, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il a voulu être parmi les premiers à regarder la presse pour savourer en quelque sorte ce qui s'était passé hier soir. Et voilà, il s'est éteint de manière aussi discrète qu'il était aimé par tout le monde. Gérard a tout donné pour l'Olympique Lyonnais et au gré des différentes missions qu'il assurait avec efficacité, avec toujours beaucoup d'intelligence, mais aussi il était toujours disponible, beaucoup de disponibilité à chaque fois qu'on lui demandait. Et le fait d'avoir travaillé aussi longtemps, constamment avec lui, il s'était créé une relation qui était une relation d'amitié. Je pense que j'ai peu d'amis aussi forts, mais il faisait partie des gens sur lesquels on pouvait compter, bien sûr pour le football, où il était très compétent, mais aussi pour tout le reste. Voilà, c'est un ami véritable, un ami sincère. Il avait trop de qualités pour qu'il disparaisse aussi vite. On avait plein de projets ensemble pour l'avenir, pour l'OL, mais aussi pour l'amitié. Et voilà, donc c'est dur de réagir à chaud dans ce moment aussi dur, mais je voudrais être aussi digne qu'il l'a été tout au long de sa vie pour aider les autres et pour être d'une compétence qui en football est très rare, compétence de tous les instants, de tous les postes et de toutes les situations. Alors depuis hier et depuis l'annonce du décès de l'ancien sélectionneur des Bleus à l'âge de 73 ans, les hommages ne cessent de fleurir. À l'image de Jean-Michel Aulas, il y a eu aussi Jamie Carragher, Karim Benzema ou encore Jürgen Klopp. Tous ont rendu hommage au grand monsieur du football français. Allez, on reprend notre tour des clubs. Thiago Mendes menacé après la blessure de Neymar, une affaire qui va beaucoup trop loin. Depuis la blessure causée par le joueur lyonnais dimanche soir, le milieu des Gaunes recevrait des menaces de mort sur les réseaux sociaux, le ciblant lui, mais aussi sa famille. Selon le quotidien régional Le Progrès ce matin, sa compagne aurait contacté les autorités pour porter plainte. Elle a pris contact donc avec la police. Je vous en parlais hier, Thiago Mendes s'était pourtant excusé publiquement via un message sur les réseaux sociaux. En coulisses, l'Olympique de Marseille s'active déjà pour le prochain mercato estival et visiblement André Villas-Boas aimerait bien faire ses courses du côté de Porto, son club de cœur. Le quotidien portugais Record révèle aujourd'hui que les Marseillais se seraient déjà positionnés sur le jeune milieu de terrain Fabio Vieira, un joueur qu'ils ont brièvement aperçu lors de Porto OM en Ligue des Champions puisqu'il n'était entré en jeu qu'à 5 minutes du terme de la rencontre. Il a 20 ans et il a déjà tapé dans l'œil d'un autre club français, c'était Nice, il y a près d'1 an. À l'époque, Fabio Vieira n'évoluait encore que chez les jeunes à Porto où il avait remporté la Youth League face à Chelsea. Considéré comme l'une des nouvelles pépites de Porto, Vieira n'a été promu en équipe première que depuis la saison dernière. Après une jolie série de 4 victoires, l'AS Monaco a chuté 2 fois successivement contre Lille puis contre Marseille, 2 tests ratés. Demain soir, en accueillant le RC Lens, les Monégasques auront la possibilité de prendre 3 points contre un adversaire qui semble enfin à leur portée.
Va-t-on revoir Joris Chotard sur le terrain? L'enchaînement des matchs pourrait profiter au jeune Montpellierin qui ronge son frein derrière Jordan Ferry. Repositionné au poste de sentinelle, poste de prédilection de Chotard, l'ancien Lyonnais enchaîne les bonnes performances et ne laisse aucune miette à son coéquipier. De retour dans le groupe après 15 jours délicats et une grande fatigue, Joris Chotard n'a plus foulé les terrains depuis ses 3 minutes disputées face à Strasbourg, c'était le 22 novembre dernier. Demain, la réception du FC Metz peut-être être une occasion pour Michel Derzakarian de le relancer. À Nantes, c'est la politique du silence radio. En marge du match nul contre Dijon dimanche, le staff technique et les joueurs du FC Nantes ont décidé de ne pas s'exprimer, de ne pas commenter la manifestation anti-Kita aux abords de la Beaujoire. Depuis, aucune nouvelle de la direction et visiblement les Canaries ne veulent pas polémiquer dans ce dossier. Enquête dès cet hiver d'un défenseur central pour pallier à la longue absence de Dante, l'OGC Nice regarderait du côté de l'Angleterre. Selon les informations de la presse britannique, les Aiglons souhaiteraient se faire prêter un joueur de Chelsea, Fikayo Tomori. L'été dernier, un autre club français, Rennes, s'était heurté au refus des Blues dans ce dossier, mais la donne a peut-être changé puisque depuis, Tomori, 22 ans, a très peu joué, seulement 3 petits matchs à Londres depuis le début de saison. Son coach, Frank Lampard, pourrait donc accepter de le voir partir en prêt pour lui permettre d'engranger quelques minutes de jeu. Comme chaque mardi, c'est l'heure de notre rubrique Foot Echo. Dans 15 jours, le Royaume-Uni ne fera officiellement plus partie de l'Union européenne. Voté en 2016, le Brexit fera sortir le Royaume-Uni de l'Europe de manière définitive le 31 décembre au matin, et il va nettement compliquer ce Brexit les transferts vers la Premier League. Les clubs anglais devront désormais demander un permis de travail et un visa au gouvernement pour recruter des joueurs européens. C'est le cas actuellement, mais seulement pour les joueurs non européens. L'attribution de ce permis se fera via un système de points basé sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale et dans les catégories de jeunes. Le prestige du club aussi dont il provient sera pris en compte, le niveau de son championnat, le classement, le parcours en compétition européenne et son nombre d'apparitions avec ce club. En somme, pour qu'un joueur de Ligue 1 qui ne joue pas en sélection nationale puisse être transféré en Première Ligue post-Brexit, il devra au minimum jouer 90% des minutes de son équipe française sur une saison entière avant de découvrir l'Angleterre. Des conditions assez compliquées qui pourraient freiner certains départs. Pour ceux qui espéraient jouer en Première Ligue avec pas ou peu de sélection, ça va devenir très complexe avec ces nouvelles règles. Pas sûr par exemple que le transfert de Wesley Fofana à Leicester cet été aurait pu se faire. Autre règle, les clubs ne pourront pas recruter plus de 3 joueurs étrangers de moins de 21 ans lors du mercato d'hiver et pas plus de 6 en une saison. Et enfin, la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE signifie que l'Angleterre retombera sur le coup des règles de la FIFA qui proscrivent le recrutement de joueurs étrangers de moins de 18 ans. La fuite vers l'APL des très jeunes talents va s'arrêter, la formation anglaise sera privilégiée et l'accès restreint au championnat anglais va aussi peut-être permettre chez les jeunes, en tout cas en France et dans les centres de formation, de travailler plus sereinement. Les prochains mercatos vont en être complètement chamboulés et en France on se demande finalement qui va pouvoir mettre des dizaines de millions d'euros sur nos joueurs. Alors oui, à court terme, le Brexit aura un impact économique important sur l'économie de nos clubs vendeurs, donc de nos clubs de Ligue 1, mais les joueurs qui ne pourront pas partir tout de suite en Première Ligue créeront aussi de la valeur autour de notre championnat en partant plus tard et sûrement plus cher. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Bon, nous on reprend la direction de notre Ligue des Talents et on part aux Costières. 18e au classement, Nîmes qui vient d'enchaîner 3 défaites consécutives et dans le dur, mais Jérôme Arpinon ne compte pas baisser les bras et n'aurait aucune intention de démissionner. Demain, les Crocos accueillent Nice dans le cadre de la 15e journée, un match qui pourrait se faire sans le capitaine gardois Anthony Briançon qui au dernier moment dimanche dernier n'a pas pu disputer la rencontre face à Lorient à cause d'une douleur à son genou droit. Et sans non plus Yacine Benraou, qui lui était bien là, mais a dû quitter ses partenaires en première période, touché aux ischios de la cuisse droite. Des nouvelles rassurantes de Neymar, victime d'une entorse de la cheville gauche contre Lyon, le Brésilien ne devrait plus rejouer en 2020, mais son indisponibilité ne serait que de 3 semaines maximum, voire même de 10 à 15 jours. Neymar doit repasser des examens cette semaine, mais vous l'aurez compris, dans ce dossier, la tendance est plutôt à l'optimisme. Très bonne nouvelle aussi pour David Guillon qui va pouvoir demain compter sur le retour de Xavier Chavalrin pour affronter le FC Nantes. Le milieu a été blessé depuis le 17 octobre dernier et n'avait retrouvé l'entraînement collectif qu'en fin de semaine dernière. Samedi, alors que ses coéquipiers s'envolaient vers Brest, Chavalrin s'était livré à un gros test athlétique dont les résultats se sont avérés rassurants. Un retour qui fera sans aucun doute beaucoup de bien aux Rémois.
Demain, toujours, c'est Rennes qui reçoit l'OM au Roison Park. Handicapés par la blessure de leur buteur Serhou Guirassy, les Bretons pourraient toutefois bénéficier d'un retour important. Selon le quotidien régional Le Télégramme, Julien Stéphan pourrait récupérer son gardien Alfred Gomis, blessé à la hanche depuis 15 jours maintenant. L'international sénégalais va mieux, il va peut-être même postuler donc pour un retour dans le groupe qui recevra l'OM demain. Dans le cas contraire, c'est toujours son remplaçant Romain Salin qui poursuivra l'intérim. C'est mardi et c'est le grand jour pour l'AS Saint-Etienne et pour Stéphane Ruffier. Les deux parties en conflit depuis de nombreuses semaines maintenant ont ce soir rendez-vous devant la commission juridique de la LFP pour une tentative de réconciliation. Relégué sur le banc de touche stéphanois par Claude Puel la saison dernière, Ruffier a depuis entamé un véritable bras de fer avec ses dirigeants qui envisageraient de licencier. S'ils ne peuvent pas se mettre d'accord aujourd'hui, eh bien les deux parties prendront la direction des prud'hommes. Avec 26 buts encaissés depuis le début de saison, le Racing est l'avant-dernière pire défense du championnat juste devant Nîmes. S'il y a du mieux depuis 3 rencontres, le match contre Metz a montré que la défense était l'une des grandes faiblesses de l'effectif strasbourgeois. Demain soir contre Angers, le Racing tentera de stopper cette hémorragie. Angers-Strasbourg, coup d'envoi à 19h. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot et nous on se retrouve demain pour cette 15e journée de Ligue 1. À demain.